Le 22 janvier 2008, Heath Ledger, le Joker de The Dark Knight, est retrouvé mort chez lui à l'âge de 28 ans. Laissé volontairement en vie à la fin du deuxième film de la franchise, le clown du crime devait initialement réapparaître dans la suite, dont le script était censé s'intéresser à son jugement. Le décès tragique de l'acteur forcera Christopher et son frère Jonathan à réécrire le scénario de ce troisième et dernier opus, choisissant pour le coup d'adapter le super vilain Bane, célèbre pour avoir brisé le dos de Batman dans la série Nightfall au début des années 90, mettant un terme à la carrière du justicier durant un temps. Cet arc culte de la chronologie Batman servira de point d'influence au scénario, tout comme d'autres œuvres, Le Fils du Démon, No Man's Land, The Dark Knight Returns, traitant du retour sur la scène d'un Batman vieillissant et usé, ou encore La Révolution française. C'est donc Thomas Hardy qui se chargera de mettre à mal la chauve-souris au détriment de Leonardo DiCaprio, envisagé dans un premier temps pour incarner l'homme mystère. D'autres acteurs du film précédent de Nolan, Inception, débarqueront à leur tour sur le projet, comme Joseph Gordon-Levitt et Marion Cotillard. Le film coûtera la bagatelle de 250 millions de dollars, mais en rapportera 1,85 milliard à sa sortie en juillet 2012, surpassant son grand frère, et devenant ainsi le film DC Comics le plus coûteux dans l'histoire du cinéma, mais également le plus gros succès pour la firme, et ce malgré un accueil critique mitigé. Bien le bonjour les zincs, c'est Oz et vous êtes sur Oz Comics, nouvel épisode de Magnétoscope, et comme vous avez pu le constater sur la vidéo exposition numéro 1, nous sommes enfin dans le nouveau décor. Donc c'est un plaisir pour moi que de vous recevoir dans la Black Room, qui sera bien évidemment, et je vous montrerai ça dans la rubrique exposition, entièrement à l'image de DC Comics, voilà. Entièrement dédié à l'univers DC Comics, surtout Superman et Batman. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler de Dark Knight Rises, sorti en 2012, réalisé par Christopher Nolan. Rapide résumé du scénario. Les événements se passent 8 à 9 ans après ce qui nous est conté dans The Dark Knight, c'est-à-dire 8 à 9 ans après la mort d'Harvey Dent. Le Batman avait décidé à la fin de The Dark Knight de tout prendre sur lui en fait, de se faire accuser délibérément du meurtre d'Harvey Dent et de toutes les saloperies engendrées par Harvey Dent, afin que ce dernier garde la face et reste cet éternel ange protecteur aux yeux des habitants de Gotham City, le but étant de faire d'un homme ordinaire, un homme de tous les jours, un sauveur, voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant 9 ans ? Et bien absolument rien. C'est-à-dire que tout est rentré dans l'ordre à Gotham, Harvey Dent est considéré comme un héros, et Batman comme un paria, qui depuis n'a plus agi. C'est-à-dire que Bruce Wayne a remballé la cape, il a remballé le costume, il ne sort plus en Batman, il a mis fin à sa carrière de justicier pour cette raison. Et pour une autre raison toute simple, c'est que physiquement il ne tient plus le coup. Parce qu'il a vieilli, une dizaine d'années se sont écoulées depuis Batman Begins, ce qui est énorme dans la vie d'un homme qui saute de toit en toit la nuit, littéralement. C'est-à-dire que physiquement son corps est détruit. Et il nous le fait très bien comprendre, donc ça ne sert plus à rien d'enfiler le masque, il est trop vieux. Voilà. Et un nouveau mal est en train de s'abattre petit à petit sur Gotham City en la personne de Bane, qui arrive avec tout un escadron de soldats, une armée phénoménale, afin de renverser l'ordre établi dans Gotham et de semer le chaos. Et nous comprendrons les motivations de Bane un peu plus en détail en regardant le film. Quel rapport j'entretiens avec ce film ? Un rapport très très bon. Je suis allé voir ce film en 2012 à sa sortie avec Necros, et je suis allé le voir 3 fois, 2 fois en VO, 1 fois en VF. Et j'ai adoré ce film. Si je suis allé le voir 3 fois, c'est que vous aurez compris que je l'ai adoré. J'étais allé voir 3 fois Batman Begins et 2 fois seulement The Dark Knight. Je préfère The Dark Knight Rises et Batman Begins à The Dark Knight. Et mon avis va souvent à l'encontre de celui général qu'on trouve sur internet, qui consiste à dire que The Dark Knight est le meilleur film de la saga. Je suis assez d'accord avec ce fait. Je suis assez d'accord avec le fait que The Dark Knight est le meilleur film de la saga, dans son écriture, dans sa réalisation par exemple, dans son interprétation avec le rôle du Joker de Heath Ledger. Le truc, c'est que ce qu'il raconte me parle moins. Moi, je préfère ce que me raconte Dark Knight Rises, je préfère ce qui se passe dans Dark Knight Rises, et même si le film est effectivement un peu plus maladroit sur certains points, moins bien foutu, je préfère Dark Knight Rises, voilà. On va commencer par les points négatifs, puisque j'aime beaucoup ce film. Alors déjà, le film s'ouvre sur une séquence aérienne dans un avion. On a un détournement
non pas de l'appareil, mais on a un détournement d'un scientifique par l'armée des ombres, conduite par la Ligue des ombres, conduite par Bane, qui viennent chercher un scientifique. Et donc la scène est assez spectaculaire. Le problème, c'est que j'ai un souci avec la séquence de transfusion, en fait. Tu vois Bane qui collecte du sang ou qui en donne, je sais pas trop. Il y a une transfusion sanguine qui s'opère à bord du vaisseau. C'est très spectaculaire, mais j'ai l'impression que ça sert à rien. C'est juste, ils ont mis cette séquence juste pour rendre le tout spectaculaire, sans que ça apporte quoi que ce soit dans l'histoire, en fait. J'ai pas compris cette histoire de transfusion, c'est un peu bizarre. Un autre point négatif, c'est le personnage d'Alfred Pennyworth qui a tendance à tout savoir. C'est-à-dire que là où on devrait voir Bruce Wayne qui enquête pour savoir d'où vient Bane, qui est Bane, d'où il vient, pour savoir ce genre de choses, eh ben on n'a pas du tout ce côté Bruce Wayne enquêteur. On l'a très peu dans la saga de Nolan, le meilleur détective du monde. On ne le voit quasiment pas dans la saga de Nolan. Et ici on a Alfred qui sait tout et qui dit tout. Alfred sait qui est Bane, sait d'où il vient, il a été excommunié par la Ligue des Ombres par Ra's al... Enfin, il a été excommunié par Ra's al Ghul de la Ligue des Ombres, etc., etc. Il a repris le flambeau, quoi qu'il arrive, de manière un peu plus indépendante. Bref, Alfred Pennyworth sait absolument tout dans cette saga. Le mec est omniscient. Donc ça, c'est de la facilité d'écriture, tu vois, c'est quand il faut raconter des choses sur un personnage et qu'on sait pas comment le faire parce qu'on n'a pas envie de faire de flashback ou de faire de choses comme ça, eh bien on rend un personnage omniscient qui va nous raconter tout ce qu'il y a à savoir. Et c'est le rôle d'Alfred dans ce film. Je suis un peu contre ça parce que normalement le meilleur détective du monde c'est Batman, c'est pas Alfred. Alors une fois de plus, les gens sont très cons, hein, notamment James Gordon, parce qu'ils ne savent toujours pas que Bruce Wayne et Batman ne forment qu'une seule et même ne sont qu'une seule et même personne. Je vous rappelle un petit peu l'historique quand même de la saga Nolan. On a Bruce Wayne qui se barre de Gotham pour faire le tour du monde. Ça dure 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et lorsqu'il revient, toute la presse est au courant. Le retour du fils prodige, le retour de Bruce Wayne, le milliardaire, le prince de Gotham. Et t'as Batman qui fait au même moment son apparition, avec du matériel extrêmement cher, etc. Et ça choque personne. Ça met la puce à l'oreille à des personnes. Exactement la même chose pour sa disparition, puisque Batman, à la fin de The Dark Knight, range la cape au placard, il décide de mettre un terme à sa carrière, et c'est au même moment que Bruce Wayne, lui, décide de vivre reclus dans son manoir et de ne plus sortir au grand jour. C'est-à-dire que les soirées mondaines dans des restos 5 étoiles avec 2 putes à chaque bras, c'est terminé. Donc disparition de Bruce Wayne et de Batman exactement en même temps. Ça met la puce à l'oreille à personne. Et réapparition de Bruce Wayne et de Batman exactement en même temps. Et là, il n'est toujours pas un connard pour se dire. C'est dans ces moments-là que j'aurais bien aimé un homme mystère, tu vois, le Riddler, tu vois, qui comprenne, tu vois, lui, le mec, pour lui, c'est évident que c'est Bruce Wayne et Batman. Et tu vois, ça aurait pu être intéressant. Ou alors James Gordon, que James Gordon le comprenne très vite, hein. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans Batman Year One de Frank Miller. Donc j'ai un peu de mal avec ça. Ensuite, on a le costume de Catwoman. Catwoman, c'est un de mes personnages préférés chez DC. Clairement, je sais pas, elle est dans mon top 5. Facile, elle est dans mon top 5. Et du coup, son costume, je suis désolé, non, le personnage est assez bien respecté, hein. Selina Kyle, voleuse, qui vit dans les bas quartiers de Gotham City avec sa copine là. Mais par contre, son costume, c'est pas possible, quoi. À la limite, sa combinaison en cuir moulant, je suis pour, mais son masque de balle et ses 2 oreilles là, c'est bizarre. C'est des lunettes en fait. Elle a les lunettes qu'elle a dans la BD, hein, des lunettes qui lui permettent de voir la nuit en infrarouge. Elle a des lunettes, c'est du coup quand elle les relève sur le haut de son crâne, et ben ça lui fait des oreilles de chat. J'ai trouvé cette idée complètement à chier. J'aurais préféré un costume félin, quoi. Je vois pas où est le mal, quoi. Franchement, en fait, Catwoman, elle souffre du même problème que l'épouvantail sur Batman Begins. C'est-à-dire que c'est le genre de personnage, Catwoman, comme l'épouvantail, qui a besoin d'un peu de fantaisie, tu vois. Pas de féerie, hein. Faut bien comprendre que la féerie et la fantaisie, c'est pas la même chose. Féerie, c'est l'excès de fantaisie. Hein, voilà. La fantaisie, c'est une petite touche de folie dans un monde de brutes. Et voilà, il faudrait une petite touche de folie pour Catwoman, plus de chats, un vrai costume de femme chat de Catwoman. Comme l'épouvantail, hein, il aurait fallu un peu plus de folie pour l'épouvantail parce qu'on a voulu rendre ces personnages trop réalistes pour coller à l'univers de Nolan. Et je trouve que moi, du coup, ça dénote complètement.
À partir du moment où tu as fait le costume intégral de Batman avec des oreilles de chauve-souris et tout le bordel, je vois pas en quoi ça pose problème de faire un costume félin pour Catwoman. Ou un costume d'épouvantail pour Scarecrow. Le design du costume de Batman, qui est toujours le même depuis The Dark Knight et qui est franchement dégueulasse. Et j'ai vraiment du mal avec ce costume qui le rend maigre, ça l'amaigrit. On n'a plus le côté imposant et musculeux qu'on avait dans Batman Begins, le côté prédateur. On a vraiment un Batman qui semble plus petit, qui semble amaigri. J'ai l'impression qu'il est anorexique dans son costume et c'est d'autant plus flagrant quand il se bat contre Bane, qui est une masse de muscles et qui lui est torse nu. L'autre il est en armure et il est plus petit que Bane et il est plus maigre, tu vois. Donc j'ai vraiment un problème avec ça. J'ai vraiment un problème avec ça, tu vois. Ce costume est pas beau, il y a une espèce de nuque qui est vachement prononcée, vachement prolongée. C'est moche, franchement je suis désolé, c'est moche. Il y a beaucoup de maladresse d'écriture dans ce film. Le personnage d'Alfred, hein, qui sait tout, ça c'est une maladresse d'écriture, ou une facilité d'écriture plutôt dirais-je. Il y a une vraie maladresse d'écriture une fois de plus, ce qui est également... c'est une facilité, mais du coup ça en devient une maladresse parce que c'est trop gros. C'est James Gordon, qui est quand même censé être le meilleur flic de la ville, qui envoie l'intégralité des flics de Gotham à la recherche de 7 pecnos dans les égouts. Et je trouve que c'est contre-productif. T'en envoies à la limite 300, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, bien que la ville est monstrueuse et que j'imagine qu'il y a un réseau souterrain relativement balèze. Mais là, envoyer, je sais plus, il sort le chiffre à un moment et ça m'a fait tiquer. Je dis, mais attends, t'es en train de me dire qu'il y a plus de 5000, je crois que c'est un truc comme ça. T'as 5000 flics qui ont été envoyés, tous les flics de la ville, quoi. Gordon donne l'ordre à tous les flics de la ville d'aller sous terre. Et donc, s'il se passe quelque chose ailleurs dans la ville, il n'y a plus personne pour y répondre. C'est exactement ce qui se passe. Ici, c'est un piège. Bane fait s'écrouler les souterrains bloquant donc la sortie pour tous les flics qui sont engagés dans les souterrains, et donc qui sont bloqués, littéralement. Et du coup, il n'y a quasiment plus de flics. Il doit y en avoir une vingtaine qui restent dans toute la ville à tout casser. Et tu vois, ça, c'est des mecs qui étaient en congé, tu vois, en vacances. Et heureusement d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose... C'est vraiment une grosse erreur d'écriture dans le scénario. Et j'ai oublié de parler d'un truc aussi, c'est on nous fait bien comprendre qu'il y a plusieurs mois qui se passent entre le début et la fin du film, plusieurs mois pendant lesquels Bruce Wayne est retenu en otage dans la prison en Ouzbékistan, et plusieurs mois donc pendant lesquels les flics sont coincés sous terre. Qui vient nourrir 5000 flics ? Qui vient leur apporter de l'eau, qui vient leur apporter des médicaments, du soutien psychologique, et qui vient apporter des vivres à 5000 flics qui sont coincés sous terre. Un autre truc qui me fait réagir, quoi, c'est le puits. Vous savez, Bruce il se fait casser la gueule par Bane, et Bane le jette dans la prison de laquelle lui il vient, qui est un puits sous terre, en Ouzbékistan je crois, quelque chose comme ça, c'est dans un pays... un pays oriental. Et donc c'est un puits dans le désert, littéralement dans le désert, il n'y a rien autour. Et à l'intérieur du puits, il y a des prisonniers qui ont l'air en bonne santé, quoi. Je veux dire, les mecs sont pas maigrelets, c'est pas, je veux dire, c'est pas des images d'Auschwitz par exemple, tu vois. C'est pas des mecs ultra maigres où tu vois qu'ils ont souffert. Non, c'est des gens qui ont l'air d'être relativement en bonne santé. C'est juste qu'ils ont la barbe parce qu'ils sont enfermés depuis des années. Et comment ils sont maintenus en vie ces gens-là ? Parce qu'à aucun moment on voit des gardes qui viendraient leur apporter à manger, leur apporter de l'eau, des fournitures pour survivre dans le puits. À aucun moment on le voit ça. Le puits n'est pas gardé, c'est d'ailleurs pour cette raison que Bruce arrive à s'enfuir facilement. Donc tu vois, il y a des... Sachant qu'on nous explique que Bruce Wayne, il reste un certain temps enfermé dans ce puits quand même. Plusieurs mois. Le temps de guérir, de remettre son dos en place. Comment ils survivent les mecs ? Sans bouffe, sans rien là au fond. On aurait dû voir, je suis désolé, des membres de la Ligue des Ombres venir de temps en temps jeter un pactage dans le puits avec des nourritures. On aurait dû voir cette image-là. Ou alors, tout simplement, faire garder le puits par 5 mecs avec des flingues. Et puis, ça aurait rajouté un petit peu de challenge lors de l'évasion de Bruce, tu vois. En mode, on aurait pu avoir une séquence où Bruce, il a pas son équipement, il a rien du tout parce qu'il vient de sortir de prison, il vient de s'enfuir, et il doit encore éliminer de manière furtive les 5 gardes qui sont là, tu vois, qui gardent la prison. Ça aurait été sympa une séquence comme ça nous aurait permis de voir que Bruce, il a rien perdu de sa superbe.
Tu vois, les années ont fait leur œuvre. Son corps physiquement a été détruit, mais dans tout ce qui est l'art de la furtivité, de l'infiltration et tout, on aurait aimé voir Bruce sans masque, sans rien, sans costume, péter la gueule à 5 mecs pour se barrer de la prison. Ça aurait été hyper cool de faire ça. Tu vois, là on est allé dans la facilité, je trouve, une fois de plus. C'est vraiment dommage. Et vous savez, il y a une séquence que j'aime énormément dans ce film, c'est ma séquence préférée de la trilogie, c'est ma scène préférée de la trilogie, et c'est une de mes scènes préférées dans les films de super-héros. Je vous rebats les oreilles avec cette scène, j'ai saoulé Necros avec cette scène à l'époque. C'est la scène qui s'appelle Why Do We Fall, c'est le nom de la piste de Hans Zimmer, qui est le compositeur, une fois de plus, sur ce troisième film. Why Do We Fall, pourquoi tombons-nous, qui est une réplique de Thomas Wayne dans Batman Begins, afin de mieux nous relever. Et donc cette scène, Why Do We Fall, c'est la scène où Bruce Wayne s'évade du puits. Il escalade sans la corde parce qu'on lui a fait comprendre que tant qu'il assurerait sa chute, au cas où il viendra à chuter, eh ben, il n'aurait pas suffisamment peur et donc il ne trouverait pas suffisamment de force pour faire son saut. Donc du coup il y va sans corde, sans rien, avec cette peur du vide, avec cette peur de mourir, afin que ça lui fasse que ça soit un véritable moteur en fait dans son évasion. Cette scène, je l'aime énormément. C'est-à-dire que la première fois que je suis allé au cinéma et que j'ai vu cette scène, j'ai eu un frisson qui m'a parcouru l'intégralité du corps. J'avais ressenti la même chose, un frisson de bonheur, quoi. Un frisson de bonheur. J'avais ressenti la même chose lors de l'entraînement sur la glace entre Henry Ducard et Bruce Wayne sur Batman Begins, au sabre. J'avais la musique Heptesicus qui retentit à ce moment-là est très forte, elle te prend les tripes et du coup j'avais eu un frisson comme ça qui m'avait parcouru l'intégralité du corps en me disant mais c'est génial, c'est un film Batman, ça fait des années que j'attends d'en revoir un. Et là même chose quoi, je me dis ça y est, c'est le dernier épisode, c'est la toute fin de la trilogie Nolan et Bruce est mis plus bas que terre. Il est dans la merde et au moment où il doit retrouver ses forces et redevenir le Batman, putain moi j'adore ça dans les films de super-héros quand un héros est sali, on lui crache dessus, il est bafoué, j'adore quand un héros est mis plus bas que terre, il est vraiment dans la merde et qu'il doit puiser au fond de ses ressources pour en ressortir encore plus fort. Pour moi, c'est ça qui fait la différence entre un héros et un super-héros. Tu vois, entre un héros légendaire et un simple héros. C'est ça la petite nuance, c'est le fait que le héros légendaire, le héros de légende, le personnage mythique, il a ce sursaut à un moment dans sa carrière. Tu vois. Et dans ce film, on l'a ce sursaut au moment de l'évasion du puits, où c'est magnifique, la musique de Hans Zimmer est complètement folle. C'est une des meilleures musiques que j'ai entendues dans un film de super-héros, Why Do We Fall donc. Alors Why Do We Fall, c'est une musique... là, vous n'avez pas entendu la vraie version, parce que la vraie version, je ne sais pas en quel honneur, elle est interdite sur YouTube. C'est-à-dire que si tu mets la vraie version, ta chaîne se fait strike directement. Donc musique fantastique, scène fantastique qui m'a vraiment fait vibrer et qui me fait encore vibrer, je me la mate. Quand je regarde le film, cette scène-là, je la repasse 10 fois. Je la repasse 10 fois parce qu'il se passe quelque chose. T'as les chauves-souris qui s'envolent dans le soleil, qui donnent espoir, tu vois, c'est le petit coup de pouce, tu vois, à Batman... redevient le Batman, tu vois, les chauves-souris, le symbole, c'est magnifique. Le problème que j'ai avec cette séquence, parce qu'on est dans la transition point négatif à point positif, donc il y a beaucoup de positifs, vous l'avez compris, mais il y a quand même du négatif dans cette séquence, c'est qu'il y a un plan de coupe qui vient nous faire chier. Tu as le saut de Bruce, le saut de la mort, qui est coupé par un plan de coupe sur la gueule des mecs qui sont en bas et qui regardent, et on reprend. Et du coup, on voit juste la fin du saut où Bruce a réussi son saut et du coup, on voit pas le saut en fait, parce qu'il est coupé. Alors que c'est ce qu'on attendait. Putain, franchement, il y a des erreurs de réalisation qui sont aberrantes. On en reparlera avec Marion Cotillard sur la fin, vous savez de quoi je veux parler. Ça sera le dernier point négatif d'ailleurs. Ah non, il y en a encore deux. Non, il y en a encore un. Non, il y en a encore deux, pardon. Je vais y arriver. Il y a des erreurs de réalisation, ce plan de coupe, putain, sur la gueule des mecs qui regardent et du coup on voit pas le saut. Alors ça, c'en est un qui est phénoménal. C'est une erreur qui est phénoménale. Point négatif, lorsque les flics sont libérés par Batman et qu'on a l'affrontement dans les rues de Gotham en plein jour entre l'armée de Bane et l'armée des flics, face à face,
j'ai un problème avec cette séquence parce que on fait monter la sauce, il y a de la musique, il se passe un truc, révolution quoi, tu vois, c'est énorme, c'est une guerre civile. Mais le problème c'est que elle est pas assez violente cette scène. Parce qu'en face t'as quand même des mecs sans foi ni loi, c'est la Ligue des Ombres, la Ligue des Assassins. Ils sont tous armés jusqu'aux dents les mecs, et ils ont juste à faire feu avec leur kalachnikov sur les flics qui leur courent dessus, et on devrait voir des dizaines de flics qui tombent au sol, morts sous l'impact des balles, tu vois. Ça devrait être cette scène-là, et après forcément, les mecs ils ont pas le temps de recharger, donc ils se font submerger par les autres flics tellement ils sont nombreux, tu vois. Mais ça aurait dû se passer comme ça, quoi, Seigneur des Anneaux, quoi, limite. Et le problème c'est que on est déjà dans les prémices du cinéma super-héros qui n'ose plus montrer des choses trop violentes. Ce film le fait. On va voir ça dans les points positifs. Mais pas assez. Et du coup, on aurait dû voir, je te parle pas de voir des effusions de sang, je te parle juste de voir des flics par dizaines, par cinquantaines, par vingtaines, par cinquantaines, qui tombent parce qu'ils sont morts, parce qu'ils se font tirer dessus, quoi, tu vois, dans cet affrontement. Et t'en vois genre 3 ou 4 qui tombent, alors qu'ils sont 300, et que les autres en face font feu. T'en vois 3 ou 4. Ils sont si mauvais que ça au tir, les mecs en face, comment ça se passe ? Et puis donc la mort de Marion Cotillard, je ne reviendrai pas là-dessus. Il y a probablement des excuses, mais par contre Nolan il est inexcusable, il aurait dû refaire la séquence. Il aurait dû refaire la séquence ou faire un plan de coupe à ce moment-là. Voilà, là tu fais un plan de coupe quand t'arrives pas à avoir un truc parfait, au bout de 50 shoots, tu fais un plan de coupe, tu simules la mort, tu fais comprendre au spectateur qu'elle est en train de mourir, mais tu montres le visage des autres personnes, je sais pas, il y a un truc à faire. Là c'était, non, cette mort elle est, enfin bref, tant pis. On va pas épiloguer là-dessus, Internet s'en est déjà occupé avant moi. Les points positifs. Déjà, le film est tourné en caméra IMAX, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Du coup, pas de bande noire en haut et en bas. Putain d'image hyper fluide, superbe image. Je suis pas un pro de la technicité, on va dire, de la technique employée. Mais je peux vous dire que l'image, elle est magnifique. Et quand tu regardes ça en Blu-ray sur grand écran, t'en prends plein la gueule. C'était le cas déjà sur le deuxième film. Donc au niveau de la photographie, au niveau de la... Voilà, c'est magnifique ce film, il t'envoie du steak. La musique, Hans Zimmer, le thème de Bane est puissant de chez puissant. C'est un sans faute. Zimmer, il a fait un sans faute sur la trilogie avec James Newton Howard, qui a participé sur le premier film et sur le deuxième, mais je crois n'est pas revenu sur le troisième film. Le méchant, une fois de plus, après l'incroyable interprétation de Heath Ledger en Joker, ici on a un méchant ultra charismatique. J'ai d'ailleurs acheté ce magnifique t-shirt qui a un petit mélange assez sympathique entre Breaking Bad et en fait c'est Breaking Bad, tu vois, c'est le jeu de mots. Le méchant Bane, Tom Hardy, il est fantastique. J'aime énormément ce méchant. Je préfère ce méchant au Joker. Pour moi, c'est le méchant que je préfère dans la trilogie Nolan. Bane, putain, il est full charisme. En VO, il a une voix, le mec, des intonations de voix qui sont vraiment marquantes. Il dégage un truc par sa présence dans ce film. Je suis pas un grand fan de Bane dans les BD ou dans le dessin animé. Au contraire, j'aime pas forcément ce personnage. Mais là, cette version-là, j'ai dit oui, quoi. Là, on a un travail qui est génial. Tu vois, dans l'obsession de Nolan à vouloir transposer l'univers de Batman dans un monde réaliste, et ben il y a des choses qui sont fulgurantes comme ça, qui sont magnifiques. La transposition de Bane, du Bane surdéveloppé qu'on a dans la BD, à ce Bane beaucoup plus stratège, beaucoup plus tacticien, qui organise, qui est un chef de gang terroriste presque. Il est génial ce Bane. Cette version de Bane, je la kiffe, franchement. Puis avec son masque, il a vraiment une gueule de... Tu vois tout de suite que c'est un bad guy. Tu vois tout de suite, je veux dire, il y a pas de... Tu vois tout de suite à la gueule de ce mec qu'il faut pas t'en approcher, quoi. Donc ce méchant est le plus impressionnant pour moi de... Et à l'époque, on avait encore dans les films de super-héros des vrais méchants. Voilà. Bane est un vrai méchant de films de super-héros. Pas les guignols que tu vois dans la concurrence à l'heure actuelle. Il a une classe incroyable. Et notamment, il y a une scène qui est vraiment forte parce qu'il y a son thème qui retentit. Et c'est la scène où Bane prend littéralement contrôle de Gotham et il prend un micro, il explique aux gens que l'ordre établi depuis des années est maintenant renversé. C'est la révolution. Les riches vont payer. Ça va être le bordel. Les prisonniers sont libérés des prisons. Bordel monstre. Cette séquence, elle est ultra prenante. Parce que c'est violent, mais sans l'être. On te montre pas des gens se faire tuer ou quoi. On te montre des gens se faire maltraiter, par contre. Mais ça va jamais dans l'excès de violence.
mais tu sens que c'est quand même violent. Là, pour moi, c'est un vrai coup de génie au niveau de la réalisation. On te fait comprendre que ça va être violent, mais on te le montre pas. Voilà, et ça, c'est génial. Excellente interprétation des acteurs. Bane, enfin Tom Hardy, pardon. Excellent, mais excellent. Michael Caine, moi je le trouve fantastique cet acteur en tant qu'Alfred. Cet Alfred est touchant, cet Alfred est humain. C'est voilà, c'est le papa adoptif, c'est le grand-père adoptif presque, tu vois. C'est, je sais pas, il a plus on dirait que sa relation qu'il a avec Bruce Wayne, c'est plus la relation du grand papy quoi, du papy du grand-père quoi, plutôt que du père adoptif. J'aime bien, c'est Alfred Pennyworth dans la trilogie Nolan. C'est un vrai personnage, bien travaillé, bien écrit, bon, malgré les petits défauts que j'avais trouvés un peu plus tôt dans la rubrique, mais hormis ça, voilà, son interprétation elle est parfaite. À la fin, quand il pleure parce qu'il croit avoir perdu son maître, il fait, voilà, je veux dire, cette séquence, elle te prend en trip, quoi. Moi, j'avais les larmes qui montaient aux yeux à la fin du film parce que tu crois que Batman est mort. Et vu qu'on est dans un monde réaliste, dans une histoire réaliste, tu te dis, bon, ils ont tué Batman, Nolan a tué Batman, quoi. Donc, du coup, t'as les larmes qui te montent aux yeux, t'as Alfred qui en rajoute une couche. Franchement, il y a l'interprétation même Marion Cotillard, elle s'en sort plutôt bien, je trouve. Il y a juste sa scène de mort qui est un peu à chier, mais après, elle fait le boulot, quoi. Miranda Tate, bon, bah, le personnage est pas très difficile à jouer, mais après, quand elle est en Talia al Ghul, je sais pas, moi, je la trouve sympa. J'aime Marion Cotillard en Talia al Ghul, me dérange pas plus que ça, contrairement à certains. En plus, il y en a qui auraient voulu, une femme arabe ou orientale, voilà, pour correspondre au personnage de Talia al Ghul. Mais je vous rappelle que dans le premier film, Liam Neeson / Ra's al Ghul se fait passer pour un Français au début du film, Henri Ducard. Donc, je trouve pas ça complètement incohérent que ce soit une Française qui joue sa fille, tu vois. La séquence du retour de Batman en moto, lorsque Bane attaque la bourse et part en moto avec des otages, t'as Batman qui fait son grand retour sur la scène. Cette séquence, elle est géniale, elle est magnifique. Voilà, j'ai dit le mot magnifique 50 fois, je vais essayer d'arrêter dans la vidéo. Le retour de Batman. Le retour de Batman lorsque Bane, vous savez, prend d'assaut la bourse et se barre en moto avec son équipe et des otages. Tu as le retour sur la scène, on va dire, de Batman, qui ne bossait plus depuis des années et qui revient en force sur son Batspod, sur sa moto, qui coupe l'électricité dans le tunnel. Séquence fantastique. Et j'aime beaucoup cette scène où tu as Batman qui fuit la police de Gotham. Toute la police de Gotham est à ses trousses. Toutes les bagnoles sont à ses trousses. Ça fait, t'as les néons rouges et bleus qui clignotent dans Gotham de nuit avec la musique d'Hans Zimmer et tu vois Batman qui est comme un fugitif en train de fuir tout le monde. Ça, c'est pareil, il se passe un truc quoi. À ce moment-là du film, il se passe un truc. Il y a une image, il y a quelque chose qui est relativement fort. Conclusion, The Dark Knight Rises, qui a été tant décrié sur internet, ce film s'est fait chier dessus injustement, je trouve, sur internet. Il a ses défauts, il n'est pas parfait, hein, il est beaucoup moins bien fait que le deuxième. Ça, je suis d'accord, j'ai énuméré tous les défauts qu'il y avait dans ce film, il y en a beaucoup plus que dans The Dark Knight. Donc je suis entièrement conscient que ce film est beaucoup moins bien fait que le 2. Mais moi, personnellement, je le préfère. Je le préfère aux deux. Pour ce qu'il raconte, parce que c'est la fin épique, parce que Bane me parle beaucoup plus que le Joker. Pour le coup, moi, je préfère Bane au Joker, je suis désolé, dans ces versions-là. Et puis, j'aime beaucoup le message du film aussi. Enfin, le message, comment dire. Vous savez, il y a une thématique par film. Dans Batman Begins, la thématique, c'est la peur. La peur de voir ses parents mourir. La peur de grandir. La peur des chauves-souris, faire naître la peur dans le cœur des criminels, etc. Voilà. Et puis il y a l'épouvantail qui est l'ennemi de la peur. Dans le premier film, la thématique générale c'est la peur, dans le deuxième c'est la folie, la dualité. La folie, Joker, Harvey Dent qui devient complètement fou. Et on te fait comprendre, le Joker essaie de te faire comprendre que Batman est aussi fou que lui d'ailleurs, hein, ça, ouais, c'est l'éternel débat. Donc la folie dans le deuxième film. Et dans le troisième film, la thématique, pour moi, c'est la force. Certains diront le chaos. Oui. Ce film a vraiment des airs de film catastrophe. Tu vois Gotham qui est entièrement détruite, entièrement vidée de ses habitants. Il y a un côté vraiment film catastrophe, je suis d'accord, mais pour moi, la thématique forte, la vraie thématique de ce film, c'est la force.
Pourquoi la force? Bah parce qu'il faut la force physique, je parle. Et mentale aussi, hein, parce qu'il faut de la force à Bruce mentalement pour sortir et physiquement pour sortir du puits et redevenir le Batman, redevenir l'homme qu'il a été. Bane, c'est l'ennemi de la force, de la puissance physique. Et on arrive à un moment dans la vie de Batman où lui, contrairement à l'ennemi qu'il s'apprête à affronter, physiquement il vaut plus rien. Voilà, il est cassé le mec, il est cassé, il est vieux. Et du coup, je trouve ça très intéressant, très malin de la part de Nolan, d'attendre la fin de vie de Batman, le moment où il va être vieux et qui va plus du tout être aussi actif et aussi, aussi efficace physiquement que quand il était jeune. On fait intervenir son ennemi le plus physique, tu vois. Ça c'est génial, comme ça c'est pour moi c'est un coup de maître ça, tu vois. Et j'aime beaucoup ce scénario, il est très malin, le fait d'avoir mêlé Bane à la Ligue des Ombres et à Ra's al Ghul. Je trouve que c'est très intelligent. On a exactement le même style d'alchimie qui s'opère que dans Batman Begins. Dans Batman Begins, j'avais expliqué que l'alchimie entre le trio de tête, Batman, Ra's al Ghul et l'épouvantail, ça fonctionnait très très bien. C'était fluide au niveau de l'écriture, voilà, il n'y avait pas de grosse incohérence ou quoi. Et là, je trouve que c'est pareil, quoi. Je veux dire que Bane soit un excommunié de la Ligue des Ombres, ça passe super bien. Et du coup, Talia al Ghul à la fin du film, en guise de twist final, c'est une excellente chose aussi. Bref, vous l'aurez compris, The Dark Knight Rises, je le préfère à The Dark Knight, mais je le trouve moins bien fait. Du coup, je vais pas être dans l'hypocrisie et je vais pas être dans un vote subjectif. Je vais lui mettre 17,5. Parce que je l'aime autant que Batman Begins, mais Batman Begins est mieux écrit. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que la note est un petit peu moins bonne, mais ça reste quand même excellent. Bon, bah voilà, ce retour est enfin opéré sur la chaîne. J'ai hâte parce que pour la prochaine review Magnétoscope, on va enfin s'attaquer, si je dis pas de conneries, au DCEU. Ouf.